Bonjour, je suis Dr. Francine Mécanis, psychologue clinicienne à Montréal et je suis là pour vous parler aujourd'hui de la pensée positive et négative dans le contexte de la pandémie et de vous offrir quelques conseils pour avoir une pensée plus saine. Alors peut-être première question, comment définir une pensée saine? Et ceci a été une question qui a été beaucoup étudiée pendant plus de 20 ans pour déterminer et confirmer si les gens qui étaient en bonne santé émotionnelle avaient une pensée plutôt réaliste ou positive. Et ça pourrait vous surprendre d'apprendre que en effet, c'est une pensée plutôt positive qui définit les gens qui vont bien. Alors, de quoi il s'agit? Ces gens-là ont tendance à se voir, à avoir une image d'eux plus positive que les autres, plus probable de vivre des expériences dans la vie positives et d'avoir un futur positif également. Et cette façon de voir les choses a un effet bénéfique, un effet de protection sur la santé émotionnelle et physique. Par exemple, moins tendance à vivre des symptômes de détresse, de dépression. Ils ont des effets aussi de protection sur le système immunitaire, aussi moins probable de vivre des problèmes cardiovasculaires et même une durée de vie plus longue. Fait qu'en général, cette pensée positive, qui est vraiment des biais inconscients, nous ne sommes pas conscients du fait qu'on a une pensée si positive, mais en général, ces biais positifs ont un effet de protection sur la personne. Par contre, des biais négatifs dans la pensée peuvent avoir des risques pour la personne d'augmenter les symptômes de dépression, d'anxiété, d'isolement, de rajouter de l'émotion dans le système et d'influencer les choix et les décisions de la personne qui peut avoir des effets négatifs sur la personne. Alors, c'est vraiment les biais négatifs qui méritent notre attention et nos efforts pour mieux répondre et avoir une pensée plus saine. Alors, de quoi il s'agit une pensée négative? Vous avez probablement entendu des exemples d'habitudes de pensée, par exemple les gens qui ont tendance à amplifier ou voir la catastrophe. Par exemple, on commence par une préoccupation souvent très légitime. Par exemple, les gens pourraient avoir peur d'avoir le virus. Comme j'ai dit, une préoccupation tout à fait normale, mais ça part rapidement d'une préoccupation bien fondée à une situation, le pire scénario qu'ils peuvent imaginer. Fait que non seulement je vais avoir le virus, je vais tomber gravement malade, mais mourir et laisser mes enfants sans parents. Fait qu'on peut voir que rapidement, on part d'une préoccupation à la catastrophe. C'est un exemple. Un autre exemple, ça serait les gens qui généralisent et parlent d'une situation, une frustration, une déception et voient cette expérience comme un exemple de ce qui leur arrive toujours dans la vie. Alors, je suis non seulement frustrée ou déçue de la situation, ça représente, ce n'est qu'un exemple de quelque chose qui m'arrive tout le temps. Alors, ça crée un sentiment de frustration, déception dans la vie de façon plus globale, plus générale. Un autre exemple, c'est les gens qui ont tendance à personnaliser ou à se blâmer pour ce qui arrive dans la vie, quand on a quand même une imputabilité, mais il y a plusieurs facteurs qui vont influencer un résultat ou une expérience qu'on va vivre. Ou finalement, un autre exemple, c'est une pensée noire ou blanc. Il y a quelque chose qu'on apprécie moins ou qui crée un inconfort et on a tendance à voir l'ensemble de la chose d'une façon catégoriquement noire ou blanc. Alors, si on ne peut pas avoir des relations proches, ou on peut toucher les gens qu'on aime, être en contact direct, à quoi ça sert? Tout est inutile. Les relations sont inutiles à ce moment-là. Alors, on prend un aspect, puis on le catégorise comme inutile parce qu'il y a un élément négatif à nos yeux.
Alors, vous pouvez trouver en ligne des exemples, on appelle ça des thought habits, des habitudes de pensée, et on peut voir les exemples récurrents. Si vous êtes curieux à voir des exemples qui pourraient vous toucher personnellement. Alors, quoi faire avec ces habitudes de pensée? Premièrement, je dirais que l'étape 1, c'est de comprendre le lien entre la pensée et l'expérience émotive, les choix et les comportements. Puis un modèle qui explique très bien, qui s'appelle une échelle de référence ou d'interprétation. Puis on utilise la métaphore d'échelle pour dire que au premier niveau, c'est là où on peut décrire l'expérience dans les faits. C'est comme si on était en train d'enregistrer une vidéo. On peut voir directement ce qui s'est vraiment passé. Ça au niveau 1. À chaque niveau qu'on monte, on voit comment les filtres cognitifs, comment les stéréotypes, les histoires qu'on a de notre vécu viennent influencer l'interprétation des faits. Et ça continue jusqu'au niveau 5 où on commence à voir les émotions qu'on risque de vivre par rapport à l'histoire qu'on a conçue ou l'interprétation qu'on a fait des événements pour finalement se rendre au niveau 6 et 7 où les actions, les comportements, les décisions qu'on va prendre seront le résultat non seulement des événements, mais plutôt des interprétations et des émotions qu'on vit par rapport à la situation. Fait que, premièrement, c'est d'apprendre quel est le rôle crucial ou essentiel de la pensée dans l'expérience des émotions et le choix de comportement, des décisions qu'on reste prendre en fonction de cette interprétation. Vous pouvez aussi vous procurer un livre sur l'approche de thérapie cognitivo-comportementale qui décrit également ces liens. Deuxième étape, ce serait de se rendre plus conscient de sa propre pensée. Alors, d'amener ça non dans les biais inconscients, mais dans les biais plutôt conscients. Et deux exemples d'activités qui pourraient vous aider. Premièrement, vous pouvez penser à la méditation pleine conscience. La raison que ça peut vous être utile, c'est qu'on crée une bulle où on réduit la stimulation ou les inputs pour pouvoir entendre la pensée, pour pouvoir observer la couleur de la pensée sans jugement, juste plutôt comme un scientifique, de voir quelles sont mes tendances à moi dans ma pensée, comment j'ai tendance à faire de l'interprétation ou faire des liens. Et la méditation, c'est un moyen qui développe ce muscle d'observation sans jugement parce que c'est la matière qui nous permet ensuite de faire des interventions. Un autre exemple, c'est qu'on peut, lorsqu'on commence à vivre des émotions, on peut prendre une pause de cette charge émotive pour prendre un peu de recul et observer, OK, avant que je vivais cette émotion, quel a été l'événement déclencheur et comment je peux faire tracer la pensée ou les interprétations de cet événement qui m'a amené aux émotions que je suis en train de vivre. Et ça nous permet de faire les liens qui nous amènent des faits jusqu'à la réaction émotive avant même de se rendre dans les choix et les actions. Ça, c'est un autre exemple de comment être plus conscient de sa pensée. Ensuite, je vous propose d'aller chercher des exemples d'habitudes de pensée, de thought habits, pour voir si vous pouvez détecter des mauvaises habitudes de pensée qui pourraient être en train de vous influencer. Alors, vous pouvez aller chercher une liste en ligne. Je pourrais en fournir aussi sur le site pour que vous puissiez mieux détecter les habitudes qui sont en cours, qui pourraient être en train de vous influencer négativement dans les émotions et vos réactions. Ensuite, si vous détectez des habitudes négatives ou des influences négatives sur la pensée, c'est le moment de se challenger, de se mettre au défi dans sa pensée
par des questions. Fait que là, on essaie de prendre une pensée plus objective en regardant la pensée pour dire, est-ce que les interprétations, mes perceptions sont justifiées par les faits? Quelles sont les preuves qui viennent soutenir mon interprétation et est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres interprétations? Fait qu'on se challenge dans nos perceptions. On pourrait aussi présenter notre ligne de pensée à quelqu'un d'autre avec qui on a un lien de confiance pour dire voici ce que je vis et voici comment je vois les choses et laisser de la place à la personne pour nous challenger sur ce qui est factuel et ce qui est dans l'interprétation peut-être non fondée de la situation. Vous pouvez aussi voir si quelqu'un, ou vous challengez vous-même en disant si quelqu'un que j'apprécie m'amenait cette pensée ou cette ligne de pensée, est-ce que j'aurais des questions à leur poser pour remettre en cause ou en doute que c'est une interprétation justifiée par les faits. Fait que des fois, il y a différents moyens de se challenger par les questions pour voir ce qui est bien fondé et ce qui pourrait être dans l'interprétation négative des événements, au moins suspect. Cinquième proposition, c'est après avoir challengé la pensée, de rééquilibrer la pensée. Alors, comment vous pouvez restructurer vos idées, vos interprétations de la situation qui pourraient être plus équilibrées? Alors, par exemple, il se peut que je pourrais tomber malade avec le virus et que ça pourrait être une expérience difficile ou négative, mais est-ce que je peux aussi penser que il y aura des ressources, j'aurai du soutien, je vais probablement bien m'en sortir. Fait que de restructurer son encadrement des événements ou de sa crainte pour être plus équilibré entre ses émotions et la réalité, être plus fondé ou plus équilibré dans la pensée, par exemple. Ensuite, sixième proposition, c'est de réfléchir par exemple, une préoccupation, parce qu'on parle du worrying. Il y a des fois, quand on est dans le worrying, on a une tendance à voir les choses comme si c'est fait accompli. Mais des fois, au fond de nos préoccupations, il y a une préoccupation légitime qui aura besoin d'une solution ou d'une approche ou d'une action. Des fois, c'est utile d'écouter, d'enlever les couches d'interprétation qui sont stimulées par l'anxiété, puis de chercher, est-ce qu'il y a un fond à ma préoccupation, que ce soit par exemple mes préoccupations financières ou pour ma santé, et est-ce qu'il y a un élément sur lequel j'ai de l'influence ou du contrôle, sur lequel je pourrais agir et prendre une action, parce que ça aussi, ça pourrait nous aider à se centrer plus dans un mode de résolution de problèmes ou de prendre action pour se soigner ou s'occuper de soi-même. Alors ça, c'est la résolution de problèmes en cherchant quel est le fond et qu'est-ce qui est sous mon contrôle sur lequel je pourrais agir. Finalement, dernière proposition, c'est vraiment de regarder si on peut prendre un peu de recul. Ça, c'est dans l'élément de psychologie positive. Est-ce que je peux prendre un peu de recul, pas pour masquer ce qui est difficile pour moi, la peur ou un sentiment de perte, de frustration. On ne veut pas masquer ce qui existe, mais de voir plus l'ensemble, une perspective plus large de la situation. Alors, oui, reconnaître qu'il existe légitimement des frustrations, des points de perte, mais est-ce qu'il y a aussi des choses positives qui se passent en même temps? Par exemple, oui, c'est très difficile, mais on voit aussi des exemples de générosité, de créativité, de présence, d'être bien entouré par des ressources et des gens qui sont là pour nous aider. Alors, on tient l'ensemble de l'expérience dans nos mains qui vient
par son attention sur l'ensemble du portrait, équilibrer ce qui est plus difficile avec ce qui est plus positif. Alors, je vais vous laisser avec ces conseils et vous dire que nous allons avoir des rencontres en ligne, des ateliers pour travailler la pensée et aussi des séances de Facebook Live pour pouvoir répondre à vos questions. Au plaisir de vous entendre. Bye bye!